l'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto en compagnie de Louis-Philippe Dubé, Hugues Gonneau. Messieurs, bonjour. Bonjour. Salut Antoine. On a entendu parler de véhicules électriques chinois beaucoup au cours des derniers jours. 1001 questions entourant ces véhicules-là. Vous êtes comme moi allé au salon de l'auto et c'est la question de l'heure. Tout le monde s'interroge là-dessus. Même si on a beaucoup d'intérêt pour les véhicules qui sont au salon de l'auto. Et pour ceux qui n'y sont pas, il faut quand même le souligner. Ouais. Mais on va parler un petit peu plus tard dans l'émission avec Daniel Breton, qui est président de Mobilité électrique Canada. Peut-être pour avoir son point de vue, peut-être pour voir s'il y a des informations qu'on n'a pas, parce que, bien évidemment, il y a beaucoup de flou dans les affirmations du gouvernement concernant l'arrivée des véhicules chinois. Alors, tous les... qui, quoi, comment, où, combien, là, ça, on n'a pas de réponse. Fait que peut-être que Daniel pourra nous aider un peu là-dessus, on verra. Exactement. Tout d'abord, on va commencer avec quelques actualités. Une qui nous a frappé particulièrement cette semaine, surpris. C'est l'abandon déjà programmé de la nouvelle Bolt qui arrive en ce moment chez les concessionnaires Chevrolet. Ouais. C'est pas pire, ça. Écoute, j'ai même pas eu le temps de l'essayer encore. J'espère que je vais avoir le temps de l'essayer, ce véhicule-là, avant qu'il le retire du marché. Mais évidemment, là, comme on en parlait avant en entrée d'émission, il y a eu des changements là, dans la production aux États-Unis et on rapatrie la production là, du Equinox à essence et on va sortir la production de la Bolt. Donc, c'est quelque chose... On se revire sur un dixaine parce que Marie Barra a mis son poing sur la table, comme tu l'as dit si bien, et pour faire revenir ce véhicule-là qui avait été fort populaire. Et maintenant, même pas chez nous, là, mettons, là, on va dire chez nous. Puis maintenant, même pas, là, les unités commencent même pas à rentrer, je pense, où elles commencent. Il y en a une au Salon de l'Auto de Montréal, je le sais, pour essayer, mais ça commence même pas à rentrer sur notre marché et déjà, on parle de la retirer. Faut faire la mise en contexte. Oui, c'est ça. Procure-toi-en une dès maintenant. Oui! Si tu veux. Mais il y a plusieurs trucs là-dedans. Alors, on retire la Chevrolet Bolt du marché, sachant que c'est une voiture qui devrait techniquement connaître plus de succès en proportion chez nous au Canada qu'aux États-Unis. C'est une voiture de fabrication américaine, alors que l'Equinox actuellement est fabriqué du côté du Mexique. On va rapatrier la production de l'Equinox aux États-Unis pour mettre de côté les contre-tarifs, parce que c'est un véhicule qui fait beaucoup plus de volume. Ça veut dire que on vient de condamner la possibilité de fabriquer l'Equinox ou le terrain à l'usine d'Ingersoll qui a fermé récemment ses portes en Ontario où on avait fabriqué pendant presque 20 ans des Equinox, ironiquement. Ça veut aussi dire que si la Bolt disparaît, c'est parce qu'on a peut-être réalisé qu'il y avait de nouvelles opportunités pour Chevrolet. Par exemple, des véhicules électriques chinois qui pourraient venir chez nous au Canada sous l'emblème Chevrolet, qui n'iront évidemment pas aux États-Unis, mais ça pourrait, mettre un diachylon sur le bobo de façon temporaire et ça pourrait excuser la chose. Parce qu'évidemment, là, c'est le gros lancement de la Bolt en ce moment. Ça se passe au Québec. Pas besoin de te dire qu'ils n'en parlent pas en Alberta. C'est ici qu'on veut en vendre. C'est ici qu'on en a vendu. Mais le marché a changé. L'automobile électrique a évolué. Les acheteurs ont évolué, se sont renseignés et on a l'impression que la Bolt n'a pas tant évolué. Oui, on a changé des lumières, on a changé la batterie, on a corrigé quelques petits trucs, mais ça reste la même voiture. Alors, est-ce que la décision de Marie Barra, qui voulait ramener une petite voiture électrique sur le marché, on l'a considéré à demi-mal. On a dit oui, mais en n'étant pas totalement convaincu. On a mis peut-être un petit peu plus de temps à l'amener que ce qu'on aurait voulu. Et au final, ça a pris du temps. Et au final, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas si rentable que ça. Et donc là, fallait prendre une décision basée sur les réglementations du gouvernement Trump. Et c'est tombé. On a pris une décision éclair. Oui, mais ce que je trouve, sur le fil ce que je trouve intéressant comme timing, c'est qu'on annonce ça
une semaine après qu'on annonce la possibilité d'amener des véhicules électriques chinois au Canada. Écoute, J'ai quand même un peu le feeling qu'il y a un lien direct entre les deux. ça se peut qu'on ait une annonce à propos de ça parce qu'ils sont bien positionnés pour le faire, hein, déjà. oui. Ça devrait aller en Chine. Donc, Alors, à suivre, absolument. mais si vous voulez une Bolt 2027, ben, ça se peut qu'en 2027, il n'y en ait plus. Vous êtes mieux de l'acheter en 2026. Non, on dit qu'on va la produire pour environ 18 mois et qu'après ça, on va cesser la production pour laisser place à l'Equinox à essence que j'ai pu mettre à l'essai la semaine dernière. D'ailleurs, vous allez pouvoir visionner cet essai-là sur le site du Guide de l'Auto très prochainement. Moi, de mon côté, j'arrive de Stockholm où je suis allé assister au dévoilement d'un énième VUS intermédiaire de luxe électrifié. J'en ai comptabilisé 14 qui sont actuellement vendus sur le marché canadien. Beaucoup. En fait, ou qui seront prochainement, incluant le nouvel Acura RSX, le Cadillac iX3 Lyriq, de BMW, le iX3, le GLC IQ, le Tesla Model Y, le Jeep Wagoneer S, nommez-les, il y en a des VUS électriques entre 75 et 110 000 $ qui donnent 500, 550 km d'autonomie puis qui ont une batterie dont la taille varie de 85 à 110 kWh. Et qui C'est font pas ça qui 600 manque. chevaux Ça qu'on n'a pleut. pas besoin des 600 chevaux. Et c'est fascinant parce que la pointe de tarte, elle est minuscule. Mhm. Et ce que ça me dit, c'est que on lance des véhicules aujourd'hui sur le marché basés sur un marché qu'on anticipait il y a 2 ans, mais qui est peut-être plus tout à fait ça aujourd'hui. Oui, effectivement. Puis évidemment, quand on a levé la couverte sur le X60, ben, j'ai comme bien du monde vu un iX3 avec un museau différent. Les proportions sont très semblables. La ceinture de caisse, c'est quasi identique. C'est vraiment le même marché. D'ailleurs, Volvo ne s'en cache pas. C'est le véhicule qu'on vise. Très élégant au niveau du design. Il y a beaucoup de facteurs clés qui l'identifient comme un produit Volvo. C'est sur la plateforme SPA3, bien évidemment. Ce qu'on aura chez nous, c'est 2 variantes sur 3 parce que du côté de l'Europe, il y aura une version à traction qu'on va appeler P8 avec une batterie de plus petite taille. Là, la taille m'échappe, mais c'est une version qu'on n'aura pas chez nous. Alors, ce qu'on va nous vendre, c'est un modèle P10 avec une batterie de 95 kWh, ce qui devrait être bon pour 514 km d'autonomie annoncée selon les normes EPA. Et une version P12 beaucoup plus performante, où là, vous allez avoir jusqu'à 640 km d'autonomie. Mais ça va coûter au-delà des 100 000 C'est clair. Alors, le prix de départ annoncé avant les frais de transport, préparation, concessionnaire, taxes de pneus, taxes d'air climatisé et tout le tralala, c'est 77 500 $. On se plaît à dire chez Volvo qu'on commercialise aujourd'hui un EX60 au prix d'un XC60 hybride rechargeable. C'est vrai du côté de l'Europe, c'est pas vrai chez nous parce qu'évidemment, on n'a pas les modèles d'entrée de gamme. Mais la belle surprise, en ce qui me concerne, ça a été le dévoilement de la version Cross Country. On va avoir un EX60 Cross Country, suspension rehaussée de 2 pouces, suspension pneumatique réglable avec, quelques petits éléments esthétiques différents, des plaques de soubassement, quelques trucs comme ça, mais on veut mettre l'emphase sur l'édition Cross Country qui aura la motorisation P10 avec une autonomie qui va jouer autour de 500 km. On a fait la même affaire avec le EX30, justement, qu'on va miser là, sur la variante Cross Mais c'est un Country, véhicule à qui a très été petit populaire, volume. Ouais. C'est un véhicule à très petit volume, mais c'est un autre véhicule, ça, qui soulève des questions en ce moment, le X30, parce que initialement fabriqué en Chine, on a déplacé la production du côté de la Belgique pour pouvoir continuer à nous l'offrir. Mais est-ce qu'on ne rapatrierait pas la production en Chine tout en abaissant son prix pour pouvoir être plus compétitif et faire du plus gros volume sur notre marché? Ça aussi, ça se peut. Parce que le X60, lui, il est fait en Suède. Le X60 est fait en Suède, développé en Suède aussi. Puis évidemment, c'est un véhicule qui sera super important pour Volvo. Puis là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que cette annonce-là arrive au moment où on annonce le retrait sur le marché canadien du EC40, de plusieurs versions du EX40, du EX90 en raison des contre-tarifs. On a confirmé chez Volvo que la berline ES90 ne viendrait pas non plus. Et on a retiré la S60. On retire en cours d'année la V60 Cross Country et la V90 Cross Country. Qu'est-ce qui reste?
Le XC60, le XC90, qui ont représenté plus de 75% du volume de vente de Volvo l'année passée, mais ce sont deux modèles très vieillissants. Ouais. Fait qu'on a besoin de se retrousser les manches chez Volvo. Et ce qu'on nous a confirmé, c'est qu'on allait relancer la voiture familiale. Bon, sous quelle forme? Est-ce que ce sera juste de l'électrique? Est-ce que ça va être, par exemple, une EV90 basée sur la ES90 qui va se vendre 100 000 $ puis qu'on n'offrira pas sur le marché nord-américain? On n'a pas de réponse à ça. OK. Mais la familiale n'est pas morte. Puis moi, j'ai insisté sur le fait que l'ADN de Volvo, ça passe par des voitures familiales. Ouais. Là, vous ne pouvez pas juste vendre des VUS comme tout le monde fait. Puis l'autre question que j'ai posée là-bas, parce qu'on nous a vanté la sécurité, là, on a des ceintures de sécurité adaptatives. Il y a beaucoup, beaucoup de technologie dans les nouvelles ceintures de sécurité de l'EX60. Puis on nous a vendu ça tout au long de la présentation. Et moi, j'ai levé la main et j'ai fait, est-ce que la sécurité, ça vend? Parce que tu peux vendre un emblème, une image, du prestige, du luxe. Tu peux vendre des odeurs, des parfums, du design. Tu sais, tout ça, ça séduit. Mais la sécurité, est-ce que c'est séduisant? Et maintenant que tous les constructeurs ont les mêmes technologies, Plus ou moins, oui. c'est c'est plus ça, ou moins. tu sais. Là, tu sais, tout le monde Tout à a fait. les mêmes. Tout à fait. Alors, Volvo est persuadé de ça. Il n'allait pas me dire le contraire. Historiquement, ça serait compliqué. Mais ouais. disons que j'ai un petit peu de doute face à ça. Alors, j'ai hâte de voir quelle va être la stratégie de Volvo avec ça, parce qu'on dit aussi qu'on va renouveler des modèles hybrides rechargeables. Et ce qu'on nous dit, c'est que l'objectif, c'est encore d'avoir du 100% électrique partout d'ici 2030. Mais n'oublions pas un truc. En 2015, lorsque Volvo a dévoilé le XC90 Recharge, hybride rechargeable, on nous avait promis à ce moment-là qu'en 2020, Volvo allait être le premier constructeur à offrir du 100% électrique dans toute sa gamme. On sait maintenant que c'est pas ce qui est arrivé. Puis on continue de vouloir affirmer qu'on va avoir une gamme 100% électrique à une date ultérieure. Mais on passe son temps à changer d'idée. Mais c'est Alors, difficile chez Volvo parce qu'on n'a pas les mêmes motorisations que, par exemple, du côté des constructeurs américains qui ont un catalogue exhaustif de motorisation. Chez Volvo, là, quand on a repris, je pense, en 2008, là, on a développé une motorisation turbo-compressée. On a mis un supercharger dessus à un moment donné pour certains Après ça, un modèles. turbo, Après ça, etc. Mais ça a été la seule qui a... Puis sous l'égide de Geely, Volvo a juste intérêt de devenir tout électrique parce que comment qu'on va multiplier le catalogue de moteurs à gaz, même dans un contexte nouveau, ça va prendre du temps, là. Oui, puis il ne faut pas oublier qu'on prête la technologie à Polestar aussi. Aussi. Tu sais, Oui, et Polestar, qui est une marque qui a de la misère à se sortir la tête hors de l'eau en ce moment, et surtout de se différencier de Volvo. tout à fait. Parce que tout à prenez fait. place à bord d'une Volvo puis une Polestar, vous allez trouver quelques petites similarités. Alors, X60 va arriver à l'automne chez nous. La version cross-country va arriver plus tard au printemps, le P12 aussi, mais ça sera d'abord la version P10 qu'on attend de pied ferme. Et ça va arriver, sans surprise, au même moment que le BMW iX3 et que le Mercedes-Benz GLC EQ. Rapidement, sur le salon de Détroit, Oui. tu es allé visiter ce salon grandiose où tout le monde était présent. Écoute, le salon de Détroit a eu des années beaucoup plus glorieuses. Oh là! Écoute, juste la journée de presse n'avait pas réellement de dévoilement, tandis qu'il y a 20 ans de ça, c'était une semaine de dévoilement. 3 quasiment jours. là, 3 Les jours. gens n'ont pas idée à quel point tu pouvais déjeuner, dîner et souper pendant les dévoilements. Exactement. Oh oui, Donc, oh OK, là. on va se le dire, les contextes ont changé. Les constructeurs font leur dévoilement en marge des salons. Et puis, les salons, c'est surtout pour les consommateurs. Mais juste le fait que, bon, l'ampleur, un peu le buzz autour du salon de l'auto de Détroit, je pense pas que vous l'avez entendu Ben, c'est mort. la semaine passée. Ça a été pas mal C'est mort. pas mal mort. Par contre, Ford en a profité quand même pour montrer des véhicules, tout comme Stellantis et tout comme General Motors, Toyota et Kia, qui étaient les constructeurs, essentiellement, les grands constructeurs présents sur le plancher du salon de l'auto de Détroit. Ça me fait rire parce que tu me dis Ford en a profité pour présenter des modèles. Ils ont présenté des versions, des variantes de modèles qui sont là depuis 7-8 ans. Oui, présenter T'sais, On n'est plus dans T'sais, c'est là non plus, pas, on n'est plus dans les lancements une qu'il y variante avait, d'un 10, Bronco, 15 ans. une variante et d'une- puis, les véhicules qui ont été présentés par Stellantis, vous les avez ici au Salon de l'Auto de Montréal cette semaine, donc il n'y a pas de problème là. Mais les deux véhicules qu'on a vus, en fait, c'est une variante du Bronco, qui est la variante RTR, qu'on a fait la même recette avec la Mustang, là, je pense que c'était l'an dernier, avec
aller chercher une clientèle un petit peu plus jeune du côté de la Mustang avec le moteur 4 cylindres, qu'on fait de la même affaire avec le Bronco, avec quelques équipements hors route là, de ce véhicule-là, qui va être à un prix un petit peu plus abordable. On s'en va pas dans le Raptor ou quoi que ce soit, on s'en va dans un milieu de gamme pour essayer d'aller chercher... Moi, je te corrige tout de suite, on dit pas un peu plus abordable, on dit un petit peu moins cher. Un petit peu moins cher. Ils sont très chers, les Broncos. Ça n'a aucun tous sens. les Broncos sont très chers. Évidemment, le deuxième véhicule qu'on a vu, c'était la Mustang Shelby GT500, mais ce n'est pas la Shelby GT500, c'est la recette de la Shelby GT500. On l'appelle la Dark Horse SC. Et puis la Dark Horse SC prend essentiellement la recette de la Shelby GT500 avec le V8 5.2 litres avec compresseur volumétrique. On n'a pas de données de performance à l'heure actuelle, mais si on prend les données de la Dark Horse à 500 chevaux et les données de la GTD sur laquelle elle s'inspire grandement, on peut dire que le véhicule va avoir proche de 700 chevaux. Mais c'est sûr pour cette SC. Je la trouve magnifique, là, mais je lève la main. Elle ressemble à une Camaro. La dernière fois que Ford a renouvelé une Mustang pour vrai, c'était à l'automne 2014. Ah, écoute. Il commence à être temps, là. Oui, je veux dire, elle a 12 ans, la voiture. On ajoute des équipements, on ajoute l'aspect esthétique du véhicule, on l'ajuste, mais essentiellement, les motorisations, on les connaît depuis très, très, très longtemps. Évidemment, c'est un véhicule qui va s'insérer, comme j'ai dit, entre la Dark Horse puis la GTD, qui est roulable sur la route, mais il faut être courageux, avec la suspension Magna Ride, etc. Donc, on n'a pas de prix, mais on peut s'attendre à un véhicule qui va être très dispendieux pour des gens qui ont les poches profondes pour se la procurer. Mais c'est quand même le fun de voir ça, des ensembles performances. Et je pense qu'on va avoir ça aux États-Unis de plus en plus, les déclinaisons de performance, surtout du côté de chez Stellantis. On va en parler à toutes les 2 émissions, probablement, qu'on va ramener des modèles issus de la division SRT. Chez Ford, on ne manquera pas l'occasion de dévoiler des véhicules performance, c'est sûr, avec surtout la division de Ford Racing maintenant, qui est dans le siège social intégré là, à Dearborn maintenant, qui est une raison probablement pourquoi on n'utilise pas le mot Shelby, l'appellation de Shelby pour ce véhicule-là. Ouais. Au retour, on parle avec Daniel Breton. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. On reçoit aujourd'hui Daniel Breton, que vous connaissez bien, expert en matière de véhicules électriques et évidemment président de Mobilité électrique Canada. On est avec lui aujourd'hui. Il est au bout du fil. C'est un jeu de mots que je voulais faire, c'est tout. C'est connecté. C'est ça, c'est connecté. Il est au bout du fil pour nous parler évidemment de cette ouverture concernant les véhicules électriques chinois qui pourraient être commercialisés chez nous très prochainement. Salut Daniel. Bonjour. Est-ce que, d'abord, tu avais appris d'avance que cette nouvelle-là allait sortir ou est-ce que, comme tout le monde, tu as découvert ça sur le coup? Parce que ça a pris beaucoup de gens par surprise, y compris des gens de l'industrie, là. En fait, moi, je l'ai appris, il était 2 heures du matin la veille. OK. Donc, ça a fait que j'ai passé une nuit blanche, puis ça a fait que j'ai passé la journée à donner des entrevues. Donc, mais c'est pas un truc pour lequel on m'avait averti des jours d'avance, là. Bon, et là, évidemment, il y a divers éléments dans l'information, dans le communiqué qui a été émis, où il y a encore beaucoup de zones grises. Là, on va pouvoir discuter de ça, mais il y a 3 points, moi, qui m'ont évidemment qui m'ont interpellé particulièrement. 49 000 véhicules, un plafond, mais qui n'en est pas vraiment un, à 35 000 $ et des investissements de la part des Chinois du côté de l'industrie auto canadienne sans qu'on ait nécessairement de date ou d'obligation précise. Fait qu'on peut peut-être regarder ces 3 points-là ensemble. En commençant d'abord par le nombre, parce que j'entendais déjà Doug Ford se plaindre du fait qu'on laissait entrer le loup dans la bergerie. 49 000 véhicules, c'est à peine la moitié de ce que Mazda Canada vend par année, là. C'est moins de 3 % des ventes annuelles. C'est ça. Fait que, est-ce que pour toi, ça constitue une menace ou est-ce que tu trouves que c'est un nombre d'unités qui est raisonnable? En fait, ça part du nombre d'unités de véhicules fabriqués en Chine et vendus au Canada en 2023-2024. OK. Parce qu'il y avait Tesla et Polestar qui vendaient des véhicules électriques fabriqués en Chine et qui les vendaient au Canada
Puis c'était ça le chiffre, c'était 49 000. Donc, ils sont partis de ce chiffre-là pour dire on va repartir de cette base-là. Oui, mais est-ce que ces deux voitures-là représentaient 3 % du marché? Ah, peut-être avec la Model 3 quand même. Oui, OK. Ouais, Ce qui est quand même à cette époque-là, mais la réalité a changé. Et elle va changer de nouveau très bientôt en passant. Dans la mesure où? Ben, moi, je m'attends à une annonce autour du Salon de l'Auto de Toronto en très haut lieu. Autour de toute une espèce d'ensemble de mesures autour de l'industrie automobile, des véhicules électriques, des infrastructures de recharge, de la réglementation et des incitatifs. Et des incitatifs. Ouais. Donc, toi, tu t'attends à ce que le fédéral ramène un incitatif pour véhicules électriques, c'est ce que tu dis, là? Ben, ça fait partie des discussions qui ont lieu depuis des mois et des mois et des mois. Là. Tu sais, Antoine, il y a 2 ministres l'année passée qui avaient dit que les rabais reviendraient. Ouais. Moi, je vous raconte plus le nombre de discussions que j'ai eues avec le fédéral depuis 6-7 mois, en particulier autour et de la réglementation sur les ventes de véhicules électriques et les infrastructures de recharge et les soutiens financiers et le soutien à l'industrie. Donc, moi, ce à quoi je m'attends, c'est une annonce autour des dates du Salon de Toronto. Je ne serais même pas surpris, honnêtement, je ne serais même pas surpris si le premier ministre du Canada se pointait là pour faire une annonce avec les ministres concernés. Mais les ministres concernés, c'est Doug Ford, là. Parce que non, on dirait que l'industrie... C'est Joly, ministre de l'Industrie. C'est Mme de Brucin, qui est ministre de l'Environnement. C'est le ministre fédéral Hodgson des Ressources naturelles, puis le ministre des Transports fédéral. Il peut y avoir Doug Ford aussi. Mais je veux dire, on part du fédéral, c'est une annonce fédérale. Oui, c'est une annonce fédérale, mais qui a pour but de donner un nouveau souffle à l'industrie auto-canadienne qui se passe en Ontario. Et le seul qui chiale par rapport à ce qui se passe en ce moment, c'est Doug Ford. Et puis, ce qu'on apprenait il y a quelques heures à peine, ben, c'est que là, on allait cesser rapidement la production de la Chevrolet Bolt qui revient sur le marché pour fabriquer plutôt des Equinox à essence dans cette usine-là. Ce sont des véhicules qui sont fabriqués au Mexique. Les contre-tarifs s'appliquent. C'est un problème, nanana. Donc, on veut rapatrier la production de l'Equinox à essence aux États-Unis. Et on vient de perdre une voiture électrique pour cette raison-là. On vient aussi de perdre toute possibilité de fabriquer l'Equinox au Canada parce que ça avait été discuté. On devait peut-être ramener ce véhicule-là en production dans l'usine de Cami, qui est à Ingersoll, en Ontario. Et là, visiblement, ça ne sera pas le cas. Il y a beaucoup de choses qui se brassent en ce moment. Et je ne sais pas si tu as... Je sais pas si tu as ce même feeling-là que moi, mais on dirait que là, les décisions se prennent en vertu d'un règlement qui est pris aujourd'hui. C'est comme si on prenait des décisions à long terme en fonction du prix de l'essence à la pompe aujourd'hui. C'est un peu bizarre comme situation. Oui, tu as raison. Et puis d'ailleurs, j'aimerais ça revenir sur notre sujet initial des véhicules chinois parce que, écoute, mon organisation, on a contacté le gouvernement pour leur poser des questions parce qu'il y a plein de détails qu'on n'a pas. L'annonce du gouvernement, somme toute, est assez vague. Et donc, on a posé des questions. D'abord, quand est-ce que tout ça va entrer en vigueur officiellement? Là? OK. Puis, on n'a pas la réponse. Bon. Ensuite de ça, j'ai posé la question, est-ce que ça va être un système où ça va être premier arrivé, premier servi, ou il va y avoir des quotas? OK. Pas de réponse. Pas de réponse. Et là, explique-moi ce que tu entends par là. Est-ce que, par exemple, parce que là, il y a 1001 possibilités, là. Tu sais, je veux dire, on parle même pas de prix de véhicule, on va y revenir un peu plus tard. Pas, exactement. Mais Chevrolet fabrique des véhicules électriques au Mexique ou en Corée du Sud, pourrait décider de vendre ça chez nous. Mais BYD, c'est le plus gros constructeur de véhicules électriques à travers la planète aujourd'hui. Ils veulent leur part du gâteau, c'est clair, là. Donc, c'est ça. Qui entre? Et c'est pour ça que moi, il y a des gens d'industrie qui me contactent et disent, ça va être quoi les paramètres? Et honnêtement, je pose des questions au gouvernement et le gouvernement me dit, envoyez-nous vos questions parce que là, pour le moment, il y a des réponses que nous-mêmes, on n'a pas. Donc, ils doivent se faire une tête bientôt autour de tous les détails concernant cette annonce. Oui, mais Daniel, il y a quand même une annonce qui a été faite. Je ne peux pas croire qu'ils ont levé la main en disant 49 000 véhicules, plafond à 35 000, investissement au Canada, mais aucun détail puis aucune traque. Ça se peut pas, là.
Ah, ben ça, si tu dis ça, c'est parce que tu connais mal la politique, Antoine Joubert. Oui, mais je suis pas politicien. Puis je suis pas politicien par choix, Daniel. Toi, tu as décidé d'y aller en politique. Fait que c'est à toi que je pose la question. C'est pour ça que je t'ai dit ça. Je sais pas si tu te rappelles, en 2019, le gouvernement fédéral avait fait une annonce comme quoi il amènerait des rabais à l'achat de voitures électriques. Ça a été annoncé le 19 mars 2019, je m'en souviens très bien. Et moi, j'ai appris que le ministre des Transports a écouté le ministre des Finances faire l'annonce, et ça relevait du ministre des Transports, puis le ministre des Transports l'annonçait pendant que le ministre des Finances faisait l'annonce. C'est-à-dire, il l'apprenait pendant que le ministre des Finances faisait l'annonce. Donc, il a fallu qu'il se retourne et dit, OK, faut qu'on mette sur pied un programme, puis ça presse, puis on s'est retrouvé avec 2 mois où les gens ont arrêté d'acheter des voitures électriques parce qu'ils attendaient le rabais du gouvernement fédéral. Le rabais du gouvernement fédéral qui avait été annoncé par le ministre des Finances à l'insu du ministre des Transports qui était responsable du programme. C'est fantastique. Oui. Maintenant. Mais j'ai pas fini. Attends un peu, j'ai pas fini, là. OK? Est-ce que l'annonce, quand ils disent véhicules électriques, est-ce que ça va inclure seulement les véhicules 100% électriques? Oui. On assume que oui. Ou les hybrides. On assume, mais on n'a pas la réponse. C'est ça, c'est pas ça. J'ai posé la question et on n'a pas la réponse. Puis il y en a une autre question extrêmement importante. Moi, j'ai parlé avec mon interlocuteur mexicain. Parce qu'au Mexique, il y a des véhicules chinois. Et les constructeurs automobiles chinois ont demandé au gouvernement mexicain, dites-vous, là, est-ce que vous avez un standard que vous utilisez au Mexique? Puis le gouvernement mexicain dit non. Donc, ça a fait qu'au Mexique, ils ont importé des véhicules avec des standards de recharge de toutes les sortes. Ouais. CCS1, CCS2, NACS, TBD, ce qui fait en sorte que c'est le fouillis au Mexique. Là, moi, j'ai posé la question au gouvernement fédéral. Est-ce que vous avez songé à ça? Il faut qu'ils songent à ça parce qu'on ne veut pas se retrouver dans le bordel dans lequel le Mexique est présentement, d'avoir 5 connecteurs différents sur les routes, ce qui va remplir de confusion les consommateurs et qui va foutre le bordel dans les infrastructures de recharge. Fait que ça donne une idée à quel point, pour le moment, là, il y a plus de questions que de réponses. Ah, ça, c'est sûr. Là-dessus, je suis 100% d'accord. Mais, en fait, moi, l'enjeu principal, parce que le chiffre de 49 000, moi, j'ai l'impression qu'on va pouvoir être... Tu me corrigeras si je me trompe, là, mais j'ai l'impression qu'on va pouvoir être du côté des Chinois très, très créatifs, très, très élastiques avec les chiffres. C'est-à-dire qu'on parle de 49 000 véhicules, oui, mais est-ce que c'est 49 000 années modèles? Est-ce qu'on va piner des véhicules une année, en étirer sur l'autre? Est-ce que le 49 va devenir 65 sans qu'on s'en rende compte? Après ça, le 35 000 de supposé plafond, mais de la façon que la phrase est écrite dans le communiqué du gouvernement, il y a sur rien, 5 ans. Là. Il n'y a rien de précis. Tu sais, d'abord, il y a un espace-temps. Deuxièmement, on ne dit pas... Il n'y a pas de plafond à 35 000, mais il y aurait une moyenne. Bref. Tu sais. En fait, je peux même te dire une chose. C'est qu'il est question de plafond à 35 000, mais pas PDSF, mais wholesale. Fait que donc, ça veut dire que c'est un véhicule qui pourrait être 20 à 40 plus cher que le 35 000 pour les consommateurs. Mais qui a dit que c'était ça, wholesale? D'où tu tiens ça? Ça, je l'ai appris de Global Affairs Canada. Mais comment tu peux émettre un communiqué basé sur un prix coûtant? J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est écrit au prix d'importation là, dans les documents, si je ne me trompe pas, Daniel. C'est au prix d'importation. Et sur 5 ans, plus de 50 de ces véhicules-là devront avoir un prix d'importation inférieur à 35 000 Là, je cite la phrase, là, quasiment mot pour mot, parce que je l'ai lu 45 fois. Là, mais... mais ce que la presse disait, c'est que c'était un plafond à 35 000 Et je pense que là-dessus, on s'est planté. Ouais. Mais moi, en écoutant beaucoup de trucs, ce que j'essaie de comprendre, c'est que ça serait une moyenne à 35 000 On ne le sait pas. Parce que, est-ce que ça veut dire qu'on aurait des autos à 45 000 et des autos à 25 000? Parce que des autos électriques à 25 000, ça existe-tu, ça? Ben oui. En Chine, écoute, oui. J'arrive d'Europe, puis j'en ai rencontré plein de modèles fabriqués en Europe, ou fabriqués en Inde, ou fabriqués en Chine. Oui. Je te parle pas, Daniel, de ce qui pourrait jamais être vendu ici. Oui, c'est ça. Une demi-voiture. Non. Non, mais tu prends une Citroën EIC3 ou des choses comme ça, ça reste des voitures assez compactes. La Renault Twingo, là, qui est dans le fond une voiture compacte, là, ça se vend à peu près à 24 000 Canadiens. Là. Ben, une Renault 5, ça se vend à combien, ça? Là? À peu près 39. Renault 5, c'est gros comme une Fiat 500 à peu près, là? Mais c'est plus cher. Oh non, c'est plus gros qu'une Fiat 500. Non, c'est plus gros qu'une Fiat 500. Je l'ai essayé la semaine passée. Bon.
Je dis pas que c'est une 4 portes, là. Non, c'est une 4 portes. Non, je comprends, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, on essaie dans notre imaginaire de dire, parce que ce que je trouvais brillant initialement, puis ce qui, à mon avis, clouait le bec à Doug Ford, c'est qu'on allait amener ici au Canada des véhicules que les Canadiens ne seront jamais capables de fabriquer. Autrement dit, des véhicules électriques abordables, vendus, mettons, sous la barre des 40 000 $, alors qu'au Canada, avec tous les syndicats, avec tout ce que tu voudras dans nos usines canadiennes, puis avec le coût de fabrication, c'est impossible de rentabiliser. Écoute, Honda a de la misère à faire des Civics puis les vendre au Canada parce qu'ils mangent de l'argent. Quand tu dis qu'un concessionnaire, Honda fait 700, 800 $ de profit sur une Civic vendue au prix de détail, il n'y a plus de profit là-dedans parce que ça coûte trop cher à fabriquer. Alors, tu sais... Messieurs, ouais. J'ai fait un message là-dessus sur Facebook il y a quelques jours. Là. Quels sont les modèles de voitures 100% électriques ou hybrides rechargeables fabriqués au Canada en 2026? La Charger, that's it. That's it. Il n'y a rien d'autre. Fait que... Puis c'est pas un véhicule de volume, on s'entend. Non. C'est pas un véhicule pas cher. C'est juste un véhicule volumineux, c'est tout. Oui, exactement. mais l'idée là-dedans, c'est quand Doug Ford il dit, ben là, ils vont faire de la compétition, tu dis, écoute, jamais. Avec quoi? Je veux dire, on n'en fabrique pas, puis on n'en fabriquera pas. Je suis 100% d'accord avec toi, Antoine. Ouais. Mais au-delà de ça, une chose, moi, que je tiens à souligner, OK? C'est que, as-tu entendu un seul mot de la part de Doug Ford ou d'un représentant de Ford ou GM par rapport au fait que ça fait déjà quelques années que Ford et GM importent des véhicules chinois à essence et que ça n'a pas l'air à déranger personne. Oui, ce sont des véhicules. Et particulièrement chez Lincoln, c'est important parce que là, on connaît certains succès avec le Nautilus. Je pense que Buick s'en fiche un peu de son Envision, là, mais effectivement, il y a des véhicules à essence. Et puis, on peut reculer un peu plus loin. Là. Honda avait importé des Fit fabriqués en Chine à une certaine époque, il y a une dizaine d'années. Tu sais, il y en a eu des véhicules à essence chinois. Puis moi, j'ai jamais compris pourquoi on se limitait à l'électrique là-dedans. Là. Mais Antoine, écoute-moi bien. Il n'y a aucun tarif, il n'y a jamais eu de tarif sur les véhicules à essence qui viennent de Chine, importés par Ford et GM, pendant qu'il y avait un tarif de 100% sur les véhicules électriques. Ouais. Moi, le dossier du Nautilus, que je trouve particulièrement étonnant de ne pas entendre Doug Ford dire un seul mot là-dessus, c'est que le Nautilus était fabriqué à Oakville, en Ontario. Il a été transféré en Chine. En effet, tu as raison. Pas dit un mot là-dessus. Lui, là, ça ne le dérange pas qu'on ait des véhicules chinois à essence qui sont fabriqués et importé par un constructeur comme Ford. Mais l'autre truc que je trouve intéressant, c'est qu'en 2023, le Nautilus fabriqué en Ontario était vendu à 60 500. Le 2026 fabriqué en Chine est vendu à 63 500. Mm-hmm. Fait que là, on se disait, hey, ça va faire baisser le prix des véhicules s'ils sont faits en Chine. De toute évidence, le constructeur a décidé de s'ajuster. Ça veut dire que de toute évidence, probablement que les profits sont plus dans les poches de Ford. Oui, bien sûr. Personne ne dit un mot là-dessus. Non, ben, les profits sont plus dans les poches de Ford. Puis regarde comment Ford est maître dans l'art d'étirer la sauce et de ne pas fabriquer de véhicules à Oakville. Parce que ça fait 2 ans qu'on nous promet maintenant... Bon, on nous avait promis qu'on convertirait l'usine en usine de véhicules électriques. On a appris que c'était un virage à 180 degrés puis qu'on allait éventuellement bâtir des Super Duty. Mais j'ai pas vu un Super Duty encore avec un numéro de série qui commence par 2. Moi non plus. Moi non plus. Il n'y a rien qui se passe là-bas. Là. Et tu sais, pour en rajouter une couche, là, pendant qu'on parle de ça, là, moi, je rappelle que quelques jours à peine avant que le premier ministre Carney annonce l'arrivée des véhicules chinois, Donald Trump disait « On ne veut plus importer de véhicules du Canada. On n'en veut plus. » Et là, il dit ça à côté du président de Ford. Le président de Ford, juste avant les fêtes, lui, il félicitait Doug Ford parce que Doug Ford avait imposé des tarifs à l'importation de camions aux États-Unis en provenance de l'extérieur, dont du Canada. Ouais. Fait que moi, honnêtement, quand j'entends des représentants de Ford... Tu penses comme moi qu'il s'en fabriquera jamais? Ben, puis je pense que est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à des constructeurs qui, de toute évidence, ont décidé de se plier aux aléas de Donald Trump et que le marché canadien, à mon avis, là, pour ce qui est de Ford et GM, particulièrement, moi, écoutez, quand on regarde la baisse de la production des constructeurs américains, mais en particulier de Ford et GM depuis des années, mais spécialement maintenant, pas très confiant, moi, de l'avenir du secteur automobile canadien en lien avec ces constructeurs-là. Bien, en fait,
c'est un autre débat. Je suis 100% d'accord avec toi. Je ne pourrais pas être plus d'accord avec toi là-dessus parce que les actions qui sont prises, en fait, à l'exception de Honda et Toyota, qui ont des usines non syndiquées, puis où ils roulent leur boss efficacement, puis ils ont quand même trouvé un moyen de faire rouler la production efficacement. Mais du côté des trois constructeurs américains, on est en eau trouble, puis on essaie de nous faire croire qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Tu sais, l'usine de Brampton, pas plus tard que la semaine passée, j'avais en entrevue le nouveau président de Stellantis, Trevor Langley. Bon, merci, parce que j'oublie tout le temps son nom de famille. Mais lui, il me disait, oui, on a des beaux projets pour l'usine de Brampton. Garde, OK, on peut-tu avoir du concret? Parce qu'il y a 8000 employés là, qui ont la chienne en ce moment. Puis Puis du côté de chez Ford, c'est pareil. Puis du côté de Camille, bon, on a fermé l'usine de véhicules électriques qui était... on l'oublie, mais on fabriquait des camions poids moyens, véhicules électriques à Camille, en Ontario. Là. On a tiré la plug là-dessus aussi. Ben, c'est des usines qui vont clairement probablement pas se renouveler. Ça n'a rien à voir avec le fait que Carney autorise l'entrée de 49 000 véhicules électriques. Non. Même si c'était 100 000, ça n'a rien à voir pareil. C'est l'excuse dont certains se servent. Bon. Ben moi, je veux revenir sur notre sujet principal, parce que là, on pourrait jaser de 1001 sujets. Le véhicule électrique chinois, est-ce que tu es pour ou contre ça sur le marché canadien? Moi, je vais te dire honnêtement, là, je ne veux pas qu'on fasse la même erreur qu'on a fait avec les Américains. Autrement dit, si on est pour faire en sorte de laisser entrer les véhicules chinois sans tarif, je veux qu'on trouve aussi des partenariats avec les Européens, avec les Coréens, avec les Japonais. Parce que s'il fallait qu'on devienne de très vulnérables aux Américains à très vulnérables aux Chinois, franchement, on se tirait dans les deux pieds et on n'aurait pas appris de leçon. Fait que je suis pas contre l'arrivée des véhicules chinois, il faut le faire de la bonne manière. Mais il faut aussi voir comment est-ce qu'on peut avoir des partenariats avec d'autres pays qui sont plus fiables, on va dire, que le gouvernement américain actuel. Mais quand tu dis partenariat avec des constructeurs ça peut être japonais... de la construction, ça peut être de la construction, ça peut être des ententes de ressources naturelles, ça peut être tout ce qu'on veut pour faire en sorte de diminuer notre dépendance aux États-Unis. Parce que quand on a un président... Écoute, j'essaie de rester poli, là. T'es pas obligé. Quand on a un président... Ouais, mais, tu sais... Mais bref, tu sais, c'est un homme en qui on ne peut pas faire confiance. Non. Puis qui nous menace. Donc, il faut diminuer notre vulnérabilité par rapport aux États-Unis. Mais en même temps, Daniel, on ne peut pas demander à l'industrie automobile de prendre des décisions qui vont impacter leur production sur les 6, 7, 8 prochaines années, en fonction du fait qu'il y a un monsieur jaune-orange de l'autre côté qui est là pour encore 26 mois. Oui, mais de toute évidence, les constructeurs automobiles, c'est les choix qu'ils ont faits. C'est fou, ça. Vrai. Alors, tu sais, ça revient à ce que je te disais en début d'entrevue. Comment ça se fait qu'on prend des décisions basées sur le prix de l'essence aujourd'hui? Mais ça, là, écoute, Antoine, moi, d'un côté, là, j'entends certains constructeurs et représentants de l'industrie automobile qui parlent des deux côtés de la bouche. Ils disent, nous, là, on a besoin d'être capable de planifier longtemps d'avance. Ça nous prend du temps. Ça nous prend un lead time de 6-7 ans pour un nouveau véhicule. Puis là, les services additionnent régulièrement. Tu dis, excuse, parce qu'il y a quelques mois à peine, là, tu sais, par exemple, parlons de la norme zéro émission sur la vente de véhicules électriques progressifs. Nous, on a dit, on est presque, le gouvernement diminue ses objectifs, mais au moins, on a besoin d'avoir une espèce d'échéancier prévisible, justement pour aider tout le monde à planifier. Puis là, eux autres, ils disent qu'ils sont contre la réglementation, alors que nous autres, on dit on veut de la prévisibilité. Eux autres disent qu'ils veulent de la prévisibilité, puis ils sont totalement imprévisibles eux-mêmes. Écoute, des fois, j'ai l'impression que c'est des poules pas de tête. L'histoire de la Bolt, là, j'ai vu l'article du Guide de l'auto tout à l'heure, j'en revenais pas. J'espère que je vais avoir la chance de l'essayer avant qu'il l'enlève. non, mais écoute, Antoine, pour te dire à quel point... Moi Daniel, je vais être bien honnête, là, j'y ai jamais cru au retour de la Bolt parce que je considère que c'est trop peu trop tard, même si la voiture est meilleure qu'elle l'était il y a quelques années. Tu relances un modèle que tu nous vendais il y a 5 ans, qui est à peu près pareil comme l'ancien modèle. Oui, je suis d'accord. Puis toute la compétition a eu le temps d'évoluer, là.
sais. Oui. Puis tu arrives avec un véhicule qui n'est pas particulièrement attrayant en matière de prix. Puis en plus, tu vas stationner ça à côté d'un Equinox sur lequel Chevrolet met 8, 9, 10 000 de rabais avec des taux de financement à 0 %. Fait que tu vas sortir du showroom chez Chevrolet, tu vas avoir un Equinox à peu près au prix d'une Bolt. Ils n'en vendront pas une de ça, là. Mais Antoine, moi, je vais te dire une autre chose. J'ai un ami à moi qui est concessionnaire qui avait eu la bannière Ride Drop. OK? OK, ouais. Et il m'a dit, GM nous a contactés parce qu'il fallait qu'on ajuste notre garage. Il a fallu qu'on surélève un peu notre plafond pour réparer le véhicule. Ça prend des pop et lift là, pour soulever ça, des bright drops. Puis là, il dit, tu sais, il fallait acheter la fiche et tout. Puis il dit, le vendredi, on parlait avec eux là, des derniers changements à faire. Puis lundi, il annonce qu'il arrête la production. Il dit, ça vient de me coûter 100 000 $. Ah, ouais. Puis c'est pas long, 100 000 dans un garage, là. C'est pas long, là. C'est les concessionnaires qui subissent ces décisions irréfléchies et à la va comme je te pousse de constructeurs. Mais ça revient à ce qu'on disait tantôt. C'est une décision qui a été prise par un stratège chez GM aux États-Unis parce qu'il y a des contre-tarifs sur l'Equinox, un véhicule à essence dont le volume n'est pas encore assez suffisant à leur goût. Fait qu'ils ont décidé que la Bolt allait devenir l'agneau sacrifié. Mais moi, je serais curieux d'entendre Marie Barra là-dessus, qui a insisté pour ramener la Bolt sur le marché, alors que bien des gens chez GM étaient contre. Elle a mis son poing sur la table et a dit, on ramène ça, cette voiture-là. Est-ce que je t'ai raconté, Antoine, que quand je suis allé au Mexique l'année dernière, je suis allé chez un dealer GM pour voir les Equinox et tout ça. J'ai fait le tour de plusieurs concessionnaires. Ouais. L'Equinox électrique fabriqué aux États-Unis, au Mexique. Au Mexique, okay. Oui. J'arrive là, puis là, je suis avec mon interlocuteur mexicain. Ouais. Là, je commence à faire un calcul sur combien il vendait le Chevrolet Equinox au Mexique. Il le vendait 50 % plus cher que le prix qu'il le vendent au Canada. Ouais. C'est délirant. Là. Puis là, je disais, écoute, ça n'a aucun sens qu'un véhicule mexicain vendu au Mexique soit 50 % plus cher que le prix qu'il vend au Canada. Ouais. Fait que ça donne une idée à quel point, des fois, il y a des décisions, il y a des annonces, ou il y a des stratégies qui sont faites par des constructeurs qui sont en perdre notre latin. Bien, c'est clair. Mais là, je veux dire, ce qu'on comprend, c'est que il y a quand même des véhicules de fabrication chinoise, peu importe la marque, qui vont rentrer ici, en petite quantité. Moi, je ne peux pas croire que c'est Tesla et Polestar qui vont sortir gagnants de cette aventure-là, parce que ce qui serait quand même logique, à mon avis, c'est qu'on réussisse à amener des véhicules électriques plus abordables. Écoute, l'objectif, il faut que ce soit ça. Tu connais le Chevrolet Spark EV de nouvelle génération? Bien sûr. Il est fabriqué en Chine. Il est vendu au Mexique à 34 000 $. Ouais. Moi, là, si Chevrolet en amène pas au Canada et plus particulièrement au Québec puis en Colombie-Britannique, moi, je serais très étonné. Le véhicule est disponible, puis il est vendu à un prix raisonnable, puis un format que certaines personnes apprécient, l'espèce de petit mini VUS. Oui. Puis s'ils sortent à 34 000 au Mexique, je peux pas croire qu'ils vont sortir à 48 000 au Canada. Oui, mais... Fait que, il y a tout ça dans l'équation. Il y a mille et une choses, puis il y a aussi le facteur investissement de la part des Chinois dans l'industrie auto-canadienne. Ça, comment tu interprètes ça? Ben, écoute, moi, ce que je sais des Chinois, c'est que pour le moment, ils posent aussi des questions pour lesquelles ils n'ont pas de réponse. Il y en a qui sont intéressés, mais ils posent des questions puis ils attendent des réponses. C'est quand même... Je veux dire, cette annonce-là, parce que Carney a fait beaucoup d'annonces, s'est mis sur la map au cours des derniers jours, des dernières semaines, a fait plaisir à bien du monde dans le contexte politique actuel. Mais le flou est quand même incroyable dans cette annonce-là. C'était une roche qu'il y avait dans la botte de Mark Carney pour le canot-là. On enlevait la roche en faisant cette concession-là, cette annonce-là qui était très vague. Mais c'était pour régler ce dossier-là le plus rapidement possible. Et on va voir un peu plus tard qu'est-ce qui va se passer, là, j'imagine. C'est drôle que tu dises ça parce que moi, si j'étais BYD, le premier véhicule que je lancerais sur le marché canadien, je l'appellerais la BYD Canola, en hommage à l'échange qui a été fait. Mais bref. Mais en fait, il faut aussi voir dans cette annonce-là, d'un point de vue strictement politique, une stratégie de négociation avec Trump en vue de Kuzma. Autrement dit, écoute, vous voulez nous faire suer,
vous n'arrêtez pas de dire que vous ne voulez pas de véhicule canadien, ben nous, on va trouver d'autres moyens de faire en sorte. On est des adultes et on est capable de négocier nos ententes à l'extérieur. Donc, il y a aussi de ça là-dedans. Ouais, il y a aussi de ça là-dedans. Puis évidemment, je ne suis pas expert en politique, mais le temps avance. Et le temps de Trump est de plus en plus compté. Et Trump ne prendra probablement pas de décision majeure dans les 6 derniers mois de son mandat. Parce qu'il serait fou de se peinturer dans le coin si il veut que son parti retourne en réélection, ou enfin bref, remarquez, rien n'est impossible avec lui, là. Mais ce que je veux dire, c'est que le temps est compté pour lui, et il le sait, et là, il peut prendre des actions réfléchies ou pas, ou vous pouvez l'interpréter comme vous voudrez. Mais c'est clair que l'industrie automobile mondiale ne peut pas être en réaction à tout ce qu'il décide, sachant qu'il reste, disons, même pas 2 ans. Si, 3. Ouais. Ça fait juste 1 an qu'il est en poste. Ben, on s'en va en réélection. Les élections de mi-mandat, c'est cette année. Non, mais je veux dire, lui, il sera là et il va continuer à foutre son. C'est quand même. Enfin, bref. Donc on a encore 3 ans avec lui. Hein. Et on est rendu dans la politique pas mal plus qu'on est rendu dans l'automobile. Oui, exactement. Mais en même temps, c'est la réalité actuelle. C'est la réalité actuelle. Jamais ça a été aussi proche. Tout est c'est triste, mélangé. mais on n'a pas le choix. Ouais. Là, tu me parlais évidemment de technologie. Daniel, tu en as conduit des voitures chinoises. Es-tu au moins capable de me confirmer, parce que c'est une question qu'on reçoit tous les jours, que les Chinois ont des voitures de qualité? Et ils ont de mauvaises voitures. Oh, mais Chevrolet aussi en passant. Puis Ford aussi. Oui, exactement. C'est-à-dire que quel que soit le constructeur chinois, moi, j'ai rencontré des constructeurs chinois qui m'ont présenté que j'ai essayé des véhicules électriques qui sont extrêmement ordinaires et des véhicules électriques qui sont extrêmement impressionnants. Donc, c'est un peu comme en Europe, c'est un peu comme en Amérique. Là, il y a de bons et de moins bons véhicules. Mais oui, parmi les meilleurs, tu sais, comme la BYD Seal, c'est un véhicule extrêmement intéressant. Puis là, je m'en vais en Chine. Moi, je pars dans 2-3 semaines pour aller essayer d'autres véhicules électriques, pour aller rencontrer des jeunes industries, parce que je veux voir qu'est-ce qui se passe en Chine. Daniel, j'ai une question pour toi. Je regarde les véhicules électriques qui sont commercialisés en Europe. Puis les véhicules électriques qui sont commercialisés en Chine, de ces constructeurs chinois-là. Il y a des générations qui sont très différentes. Tu sais, par exemple, en Chine, on a des nouvelles technologies, on parle d'une vitesse de recharge très rapide, on parle de nouvelles plateformes. Et souvent, en Europe, le même véhicule, je prends comme par exemple, du côté de chez MG, un MG4, va avoir une vieille génération pour un modèle 2026, tandis qu'on a 2 ans de nouvelle génération en Chine pour ce véhicule-là. Est-ce que tu penses qu'en Amérique du Nord, les Chinois vont commercialiser des véhicules d'ancienne génération ou passer des véhicules d'ancienne génération et eux autres conserver des véhicules là, plus de pointe, dans le fond, avec des nouvelles technologies plus avancées? Je veux dire une chose méchante, là, mais quand on regarde des pays comme le Mexique, en général, que ce soit à essence ou électrique, des pays comme ça se font passer des plus anciennes générations. Oui, ça répond un peu à ma question. Tu te souviens, écoute, le dernier pays où est-ce qu'on fabriquait le Volkswagen Beetle, c'était le Mexique. Oui. En même temps, Vaux, c'est un constructeur qui nous a fourgué du vieux stock pendant bien des années. Si on était tout le temps 3 ans en arrière de ce qui se vendait en Europe, on pourrait... et surtout, si on rentre dans l'entrée de gamme, ça pourrait effectivement être ça. Ouais. Puis tu sais, le danger... Moi, je ne sais pas si c'est l'élément qui t'inquiète, Daniel, mais en terminant, le danger de faire entrer ce qu'on peut dire le loup dans la bergerie, le danger de faire entrer les Chinois ici, c'est qu'ils décident de faire du dumping. Et évidemment, ils ne le feront pas par le nombre parce qu'on limite ça à 49 000 unités, même si ça devient 100 000, c'est pas grand-chose sur un marché de 3 millions de véhicules. Mais eux autres vont s'en ficher de perdre de l'argent par unité vendue, juste pour aller voler des parts de marché à d'autres mondes. C'est ce qu'ils ont fait en Europe, c'est ce qu'ils ont fait dans plusieurs marchés. Ben déjà, voilà. Donc c'est pas... Puis ça a été la stratégie. Ça a été la stratégie d'un constructeur coréen il y a 40 ans qui s'appelle Hyundai, qui est passé par le Canada pour aller s'installer aux États-Unis. Et puis Dieu sait où Hyundai est rendu aujourd'hui. Alors, tu sais, j'ai très, très hâte de voir les stratégies. Oui, on pense tous à BYD, mais il y aura peut-être d'autres joueurs. J'ai hâte de voir les stratégies qui vont être mises en place pour qu'on installe des marques ici. Bon, accessoirement, pour qu'on assassine VinFast définitivement, là. Mais je vais te dire, je vais te dire honnêtement, Antoine, je suis pas
si certain de ça pour une raison fort simple. OK. C'est que présentement, il y a une compétition extrêmement féroce entre constructeurs chinois en Chine qui coûte très cher aux constructeurs, qui est le plus gros marché de véhicules au monde, plus gros marché de véhicules électriques au monde. Ouais. Ce qui fait que je m'attends à ce qu'il y ait plusieurs constructeurs chinois qui disparaissent d'ici 5 ans. C'est sûr. Ouais. Oui, c'est certain. Donc, moi, je m'attends pas à ce qu'il y ait tant de dumping que ça, là, parce que là, eux, là, il faut qu'ils fassent en sorte d'être rentables et tous les constructeurs chinois ne sont pas rentables. Oui, mais les plus gros le sont. Justement, les plus gros vont faire du dumping pour augmenter leur pénétration tant sur le marché local que sur les marchés extérieurs. Et une fois qu'ils vont avoir une situation plus ou moins dominante, ils vont pouvoir, les autres vont disparaître. C'est souvent comme ça qu'il y a... Mais il y a quand même une limite que tu peux vendre à perte. On est d'accord. Fait que j'entends là, que les BYD, on ne s'attend pas à ce qu'ils disparaissent, mais il y a d'autres constructeurs chinois. On va le dire, là, 90% des constructeurs chinois depuis 10 ans ont disparu du marché. Oui, tout à fait. Moi, je ne suis pas étonné que d'ici 10 ans, on se retrouve avec moins de 10 constructeurs chinois. Oui, mais ça, c'est une consolidation normale. C'est ce qu'on avait vu au début de l'automobile en Amérique du Nord. Là, c'est une phase de consolidation. Et je m'attends à une consolidation comme ça auprès des véhicules, auprès des constructeurs européens, japonais en particulier. Dans une moindre mesure, là, mais quand même, c'est loin d'être impossible. Tout à fait. Parce qu'il y en a moins, mais moi, je ne m'attends pas à ce que tous les constructeurs japonais qu'on voit présentement vont encore exister dans 10 ans. Ils vont avoir fusionné, ils vont avoir disparu. Oui, il y a des chances. Ouais, on salue les gens de Nissan. Alors, merci Daniel d'avoir pris le temps. Fait que on voulait des éclaircissements. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tu nous en as pas donné. Mais en fait, il y a trop de flou dans les questions. C'est ça qui arrive en ce moment. C'est un plan qui n'a pas de plan. Alors, on va rester à l'affût des prochaines nouvelles, des évolutions, parce que... le Salon de Toronto. Oui, bien, il y a le Salon de Toronto, mais tu sais, nous, l'équipe au Guide de l'Auto, travaillons sur un livre pour 2027. Et mon petit doigt me dit qu'on ne mettra pas de BYD dans le Guide de l'Auto 2027. Pas encore, en tout cas. Pas encore. Je sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus, mais ça n'arrivera pas aussi rapidement que ce qu'on pourrait peut-être le souhaiter. On verra. On verra. C'était le mot de la fin de Daniel Breton. Merci, Daniel, d'avoir été là. Bon voyage en Chine. Merci. Bonne journée, messieurs. Bye-bye. Merci, bye-bye. Salut. Le Guide de l'Auto. Antoine, la semaine passée, tu as été faire un petit tour dans le désert pour essayer un Land Rover Defender assez spécial. On en avait parlé à une dernière émission, là, mais là, toi, tu as été capable d'aller le mettre à l'essai. Ben, en fait, j'ai pas mis à l'essai la machine qui a été utilisée pour le rallye Dakar, qui est le D7XR. Ouais. Un véhicule basé sur le Land Rover Defender Octa, mais évidemment avec puissance réduite, avec suspension complètement repensée, avec des entrées d'air qui ont été modifié aussi pour pouvoir composer avec de la haute vitesse dans le sable et avec toute la poussière que ça implique. Un véhicule qui a aussi, accessoirement, un réservoir d'essence de 550 litres, oui. Ce qui justifie à lui seul le fait de complètement repenser les suspensions. Mais Land Rover a décidé de prendre part à l'aventure du Dakar. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment, c'est l'arrivée des D7XR à un relais de ce rallye-là. Ouais. En milieu de journée. Des machines qui sont complètement hallucinantes avec 3 équipes de course. Évidemment, on a remporté la catégorie haut la main, mais c'est une nouvelle catégorie stock qui a été introduite cette année où on avait en compétition Toyota et Nissan avec des Patrol et avec des Land Cruiser, pardon. Essentiellement, on avait une équipe déployée là-bas avec tout ce que ça prend comme équipement, les remorques, les tentes, les mécaniciens, les pièces de rechange. Ces véhicules-là ont été passés. Écoutez, ça a fait 24 000 km en 13 jours, ces véhicules-là, à des vitesses complètement hallucinantes, parfois en ne touchant pas le sol. Et on a profité de l'événement. Nous, on les a un peu suivis au cours de ce périple-là. Ceux qui nous regardent en ce moment en vidéo voient les chameaux que j'ai filmés en plein désert, qu'on a croisés pendant qu'on conduisait. C'est quand même assez impressionnant. Ça a été tout un périple. Et grosso modo, on nous a prêté des P400 2026 avec les petites modifications qui ont été apportées à ces véhicules-là pour qu'on puisse tester leur robustesse, leur capacité hors route. Parce que ce qui me plaît particulièrement des Defender, est ce que j'ai
toujours moins aimé d'un Range Rover, c'est que le Defender, c'est un véhicule sans prétention. C'est un véhicule avec des capacités exceptionnelles, mais que tu n'achètes pas pour épater la galerie, tu l'achètes pour toi-même parce que tu aimes ça. Alors qu'un Range Rover, c'est un boulevardier. Même si c'est un véhicule qui a de super capacités hors route, il en demeure pas moins que le Range Rover, c'est un véhicule d'abord et avant tout de luxe, alors que le Defender, les gens qui vont se le procurer, c'est parce qu'ils aiment la forme, ils ont des besoins spécifiques, ils veulent remorquer, ils vont sortir des sentiers battus plus que la moyenne, et on nous a prouvé, grosso modo, que ce camion-là était capable de le faire. La modification apportée pour 2026, c'est essentiellement l'écran, les feux arrière, quelques éléments cosmétiques. Ouais. On nous a aussi confirmé qu'on continue de travailler sur l'évolution du Defender et sur des déclinaisons plus compactes qui allaient arriver dans les prochaines années. Mais j'ai surtout trouvé que évidemment, JLR, on sait que Jaguar est sur le respirateur artificiel, que la division Discovery va très mal, on ne vend plus grand-chose. Range Rover, il y a beaucoup de profits, il y a encore du volume là-bas, mais le véhicule dont les ventes n'arrêtent pas de grimper depuis son arrivée en 2020, c'est le Defender, qui se vend plus à chaque année, même si on n'a pas apporté énormément d'amélioration au fil des années. Alors, on a réussi à créer un engouement avec ce véhicule-là qui est presque sans précédent. Donc, pour vous donner une idée, on a vendu au Canada l'année passée, si on combine le Discovery puis le Discovery Sport, 402 véhicules. Le Defender, on en a vendu 3200. C'est pas, on est complètement ailleurs. C'est des machines à 100, 125, 130, 140 000. Puis évidemment, dans le cas de l'Octa, 220, 230 000. Mais c'est des camions qui, d'abord, déprécient beaucoup moins que les autres produits Land Rover, ont une fiabilité supérieure à la moyenne des autres Land Rover, sont appréciés des consommateurs. Il y a vraiment quelque chose qui se passe avec ce produit-là et c'est pas un phénomène unique au marché canadien. Fait que, tu sais, d'aller conduire ça dans des conditions... ce pourquoi il a été conçu, mais aussi de découvrir le niveau de robustesse. Puis, tu sais, on nous avait mis de l'attirail. On avait une tente sur le toit. On avait tout ce qu'il fallait. D'ailleurs, on a campé en plein dans le désert avec les véhicules. Wow. C'était quelque chose. C'est vraiment... Oui, c'était une aventure hors du commun d'aller jaser avec des chameaux puis de boire du thé qui nous sont servis par des gens qui gèrent des troupeaux de chameaux en plein désert. C'est quand même assez spécial. Mais de découvrir la robustesse de ces camions-là dans le contexte où Land Rover a décidé soudainement d'investir des sommes colossales en rallye, alors que les ventes de ce camion-là vont super bien. Alors, tu te demandes pourquoi ils le font. Ben, c'est probablement justement pour conserver cette image de marque. Renforcer la marque encore. Parce que, évidemment, ils nous ont pas tout dit sur les plans futurs du Defender. Mais pas besoin de vous dire qu'on n'a pas l'intention de lancer la serviette. Et que s'il y a des formules qui ont moins bien marché au cours des dernières années, ben, celle-là en est une à succès. J'ai beaucoup aimé, évidemment, ce voyage-là, mais le camion, encore une fois, tu sais, c'est un véhicule qui a presque 7 ans de conception, ça n'a pas pris une ride. Ouais. C'est ça qui est absolument hallucinant. Bon, je ne vous ai pas parlé de la consommation de carburant, on s'en est pas soucié, et c'est très bien comme ça. Merci tout le monde d'avoir été là. Évidemment, il reste encore 2 jours au Salon de l'Auto de Montréal. Alors, pour ceux qui veulent venir nous voir, moi, j'y serai, évidemment, samedi, dimanche. Les gars, êtes-vous présents en fin de semaine? Moi, je vais être là dimanche avec toi. Tu vas être là dimanche avec moi. Fait que venez nous rencontrer au kiosque du Guide de l'Auto, le tout dernier kiosque du trajet du Salon de l'Auto de Montréal. Profitez-en pour vous procurer votre livre et pour venir jaser bagnole avec nous. Vous pouvez nous poser des questions sur les véhicules électriques chinois. Mais si vous avez écouté l'émission complète, vous avez une partie... Ben non, vous n'avez pas de réponse. On n'en avait pas bien, essentiellement. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine. Merci, bonne semaine à tous. Tous les épisodes du Guide de l'Auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.